Salut à toutes et à tous, c'est Science est aujourd'hui sur la terrasse de l'hôtel Montville à Montréal pour parler de nos villes et la gestion de leurs données. Alors comment mieux les utiliser pour rendre nos villes plus intelligentes et plus résilientes, c'est le défi que nous avons posé à nos experts. Chloé, Anne, Philippe, on y va? On passe au mode enjeu. En mode enjeu, un rendez-vous exceptionnel des fonds de recherche du Québec, Bradley Rollins et c'est Sciences Lab. On peut vous applaudir s'il vous plaît. Ils sont là. On a un beau public. Un rendez-vous exceptionnel que j'ai le grand plaisir de co-animer avec la rédactrice en chef de C'est Sciences, Chloé-Anne Thomas. Salut Chloé-Anne. Salut Philippe. On est bien, on est en extérieur cette fois-ci. Ah oui, il fait beau, on est content. Il fait beau, voilà, on a les sirènes qui nous accompagnent, tout va bien. Également avec nous, Pauline Merle pour nous raconter les coulisses de toute cette belle discussion qui se passe actuellement à l'hôtel Montville et dont on va vous présenter dans quelques instants les résultats. Salut Pauline. Salut Philippe. Première partie d'émission, on commence en mode enjeu et pour commenter les enjeux qui vont nous être présentés, je vous propose d'accueillir au plateau un ancien élu municipal. Ça tombe bien, il va nous parler un petit peu de ce qu'il a vécu aussi quand il était aux commandes. Et il est devenu l'un des spécialistes les plus reconnus au Québec en matière d'innovation urbaine. Je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour François-William Croteau, s'il vous plaît. Salut François-William, il va s'installer ici. Alors, François-William, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. On est bien là, hein? Oui. On est bien. Hein? Vous avez... Belle terrasse. On souffle un peu parce que vous avez beaucoup travaillé avec votre atelier. Hein? Il y a eu pas mal de... Ça a brassé des idées. Ça a brassé les idées. Alors, comme je le disais, vous êtes l'ancien maire d'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie à Montréal. Vous êtes actuellement le PDG de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine. On n'a pas envie de vous demander lequel des deux postes est le plus sympa, mais en tout cas, voilà, vous avez les deux. Et vous avez l'avantage donc d'être un ancien élu municipal. Vous avez aussi donc cette capacité maintenant de réfléchir aux défis qui sont présentés à nos villes. On va découvrir dans quelques instants 4 grands enjeux qu'ont privilégiés les élus, les experts qui sont présents aujourd'hui au Montville pour améliorer donc cette gestion des données municipales, gestion des données numériques municipales. En la matière, François-William, on peut dire que les villes ne sont pas toutes armées de la même manière, hein? C'est très différent d'un territoire à l'autre, surtout qu'au Québec, il y a plus de 1000 municipalités. La majorité de ces municipalités ont moins de 2000 habitants. Donc, on peut comprendre que souvent, une petite municipalité, c'est surtout moins d'une dizaine d'employés qui ont à gérer l'ensemble des services et leur demander d'avoir à s'occuper de produire des données, développer des techniques de transformation en information de prise de décision, ça devient complexe. Et donc, toute la question de la littératie, de l'accompagnement, de l'aide technique est problématique. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on est une grande ville et qu'on a beaucoup de ressources qu'on est meilleur dans le domaine. Ça, c'est l'ancien élu qui parle là. Ah ouais, à Montréal. On évoquera sans doute d'ailleurs dans cette émission ce rapport, cette étude qui a été menée auprès de 243 municipalités québécoises par l'Observatoire Data Publica, l'Obvia, l'ENAP, Ipsos et avec les fonds de recherche du Québec. Très riche d'enseignements. Elle est en cours de fabrication d'une certaine manière, cette étude, mais elle a déjà des beaux enseignements. On rappelle également que plusieurs dizaines d'experts, Pauline, ont planché ces dernières heures pour faire émerger donc ces 4 enjeux prioritaires concernant la gestion et la protection des données numériques municipales. Comment ça s'est passé, Pauline, dans les salles là? Et oui, Philippe, pendant près de 2h30, nos invités ont travaillé ensemble pour faire émerger 4 grands enjeux. Donc répartis en 2 salles, ils se sont interrogés sur comment mieux utiliser leurs données pour rendre nos villes plus intelligentes et plus résilientes. Donc des discussions très riches, une ambiance plutôt très studieuse malgré des profils différents. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de mots plus violents que ça. Très studieux, mais ils ont tous réussi à faire converger leurs idées. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Premier axe de réflexion, comment mieux gérer la donnée pour rendre les villes plus intelligentes. Pour en parler, on accueille au plateau une spécialiste de l'innovation ouverte, qui est aussi pour l'occasion la rapporteuse des ateliers qui ont planché sur le sujet. On applaudit là encore Elsa Bruyère, s'il vous plaît. Salut Elsa. Et voilà, merci d'être avec nous. Alors bonjour. Elsa, salut Elsa. Des dizaines d'experts, des représentants de municipalités réunis toute la journée ici au Montville, donc pour faire émerger les enjeux prioritaires dans la gestion des données numériques pour rendre les villes plus intelligentes. On commence peut-être par dévoiler le premier enjeu prioritaire que vous avez souhaité mettre en œuvre. Quel est-il, Elsa ?
Alors, le premier enjeu qui est ressorti, c'est la question des inégalités des ressources justement dont les municipalités bénéficient pour adresser ces enjeux de données, pour mettre à disposition et utiliser les données. On se rend compte, en tout cas c'est ce qui est ressorti ce matin, qu'on n'est pas tous égaux. Vous l'avez mentionné, François William. On a des grandes et des petites municipalités. Et puis, finalement, le numérique, c'est un monde récent. Hein. C'est ces 30 dernières années, l'émergence principale du digital. Et on n'est pas tous formés pour ça. Donc, effectivement, on se rend compte qu'à 10 employés, passer son travail au numérique, eh bien, ça requiert des compétences, des connaissances qu'on n'a pas forcément au moment où on rentre en emploi. Inégalité des ressources. Chloé-Anne, on peut peut-être faire un petit rapide commentaire sur le sujet. Ça pose quand même un enjeu. Hein. C'est des enjeux, j'imagine, donc de ressources humaines, ressources financières. C'est ça. C'est certain qu'au niveau des inégalités, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. D'abord, on peut avoir des grandes ambitions, des grands projets, même en IA, que ce soit pour une petite municipalité, une grande municipalité. Donc, on est quand même, on a des ressources, des programmes au niveau des ministères, et donc on peut faire valoir la portée d'un projet auprès des ministères. Mais ce qui ressort, c'est qu'au niveau de la hiérarchie, c'est peut-être plus horizontal au niveau des petites municipalités. Donc, on aurait un avantage en ce sens-là pour faire adopter un projet. Puis, on évoque aussi le fait que, d'une part, on a un avantage quand on est une métropole. Il y a déjà des données. Hein. Souvent, là, on intéresse les chercheurs, les études. Et quand on a beaucoup de données à croiser, c'est peut-être plus facile aussi. Après, si on veut faire un projet, que ce soit au niveau de la canopée, que ce soit pour voir au niveau des zones urbaines, comment on entraîne l'IA avec des drones et tout ça, faire des projets très ambitieux avec les données qu'on a et croiser tout ça. Merci Chloé-Anne. On peut peut-être commencer à avoir une discussion avec le public sur ce premier enjeu, donc l'inégalité des ressources finalement qui sont allouées. On évoquait justement avec Chloé-Anne cette question des grands enjeux aussi des villes que rencontrent aujourd'hui les villes, que ce soit en matière de décarbonation, en matière de transport durable. Est-ce que ça peut avoir une incidence, cette inégalité des ressources, pour faire front et faire face à ces grands enjeux-là? J'aimerais peut-être qu'on ouvre la discussion là-dessus. Qui veut commencer? Je sais qu'on a des gens d'IVEO dans la salle, on a des municipalités qui sont dans la salle, des petites, moyennes municipalités. Ça serait peut-être intéressant d'avoir un représentant de municipalité qui commence. Justement, peut-être vous présenter et puis... Normand Saint-Amour, je suis maire de la municipalité de Chutes-Saint-Philippe, mais je suis aussi dans les invités solutionneurs pour des innovations technologiques ou innovations structurelles. Alors c'est au maire qu'on va d'abord s'adresser. Justement, quand on parle d'inégalité des ressources, est-ce que vous la vivez, vous la ressentez, cette inégalité-là, à votre niveau, dans votre commune? C'est certain qu'on a des ressources limitées. On est une petite municipalité, mais on a une grande agilité. Et donc, c'est sûr que notre succès va beaucoup passer par du partenariat, autant avec les ministères qu'avec d'autres municipalités. Mais notre défi est beaucoup plus d'aller chercher la structure qui va être facilitante. Est-ce que vous avez accès, et ça c'est un autre enjeu donc, qui semble être sous-jacent, l'accès aux moyens financiers pour pouvoir justement mieux gérer les données? Est-ce que ça vous le ressentez, vous, à votre niveau? Est-ce que vous manquez de moyens, tout simplement? C'est sûr que si c'est une initiative locale, il faut travailler fort pour aller chercher le partenariat ministériel. Mais si c'est une initiative ministérielle et que nous, on est volontaires d'embarquer dans cette initiative-là, là, c'est vraiment facile. Et c'est même très soutenu. Donc, on va avoir un beau soutien des ministères, puis on va avoir les enveloppes qui vont venir avec. Mutualisation des données, Elsa, peut-être pour réagir sur ça. Pour soutenir le propos, il y a quand même un élément qui est ressorti dans cette inégalité de ressources, c'est aussi la pénurie de main-d'œuvre. Parce que il y a eu des époques où le marché du travail, pour les municipalités comme pour tout le monde, a été plus souple. Et puis, c'est moins le cas maintenant. Alors, quand on est dans une certaine inefficacité au quotidien dans une municipalité, avant, on avait la possibilité éventuellement de pallier un petit peu à cette inefficacité. Puis là, en ce moment, non, on ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas la personne vers laquelle on peut se retourner en disant « Hey, excuse-moi, il faudrait faire un petit bout de plus ». Il n'y a pas ça. Mais en même temps, il n'y a pas non plus cette compensation, comme tu le disais, de projets structurants pour aller chercher rapidement les compétences en gestion des données, aller rapidement trouver cette efficacité municipale. Donc on voit qu'il y a un effet de ciseau qui est très, on espère,
temporaire, mais évident en ce moment. Manque de projets structurants, ça c'est intéressant aussi. François William. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude qui a été réalisée dit exactement la même chose. Donc, les 243 municipalités au Québec, mais également en France, qui ont été consultées. Et il y a un parallèle à faire. C'est que la plupart des municipalités, ce qu'elles demandent, c'est de l'aide, des ressources, parce qu'elles n'ont pas les capacités pour y arriver en termes de littératie, mais en termes de compétences. Oui, professionnelles principalement. Et donc, ce qu'on entend ce matin est vraiment un miroir de ce qu'on a pu remarquer dans cette étude franco-québécoise. Donc là, quand on parle de manque de compétences, est-ce qu'on parle de compétences scientifiques, de compétences analytiques? C'est ça dont on parle? On parle des deux. Des compétences techniques, donc comprendre comment générer de la donnée, l'utiliser, la transformer en information, mais aussi cette idée de savoir comment mieux planifier avec des chercheurs qui viennent nous accompagner. Donc, comment les scientifiques peuvent accompagner ces municipalités. Où sont ces chercheurs? Comment aller les trouver et nous aider comme municipalité à avoir cet accompagnement? C'est un cri qui a été lancé dans l'étude, c'est « on a besoin d'aide ». On a besoin d'aide. Pour compléter, je dirais, dans l'ordre de ce que tu dis, François William, c'est la question des cas d'usage, d'avoir des communautés de pratique. Il y a un manque criant, puis ça a été nommé très clairement ce matin, d'être capable d'aller se référer à des méthodes, à des pratiques, à des groupes, à des endroits où on peut en parler de ce sujet-là. C'est la journée ici, on a de la chance, on s'y consacre. La mutualisation aussi des moyens et des données, c'est aussi de se parler, c'est exactement ça. Exactement. Ça commence par ça. Peut-être pour avancer dans la discussion, Pauline, un autre enjeu majeur a été révélé par nos experts dans les ateliers de réflexion pour l'avenir des villes intelligentes. Lequel est-il, Pauline? Et oui, nos invités ont été très, très inspirés pour ce thème et on peut aussi relever le manque de littératie et le manque de compétences de nos villes et de nos citoyens en ce domaine. Manque de littératie, manque de compétences, ça rejoint là on était sur l'inégalité des ressources, on venait justement de l'évoquer, manque de compétences, littératie, donc on a besoin d'être accompagné, c'est ça l'enjeu principal, accompagné donc par la recherche, accompagné par d'autres peut-être compétences à côté des villes dans lesquelles on est. Est-ce que les MRC, voici une question que j'avais aussi, les MRC doivent jouer un rôle justement dans les petites communes qui ne sont pas forcément ici dans les grosses agglomérations? François William? Il y a plusieurs éléments. Oui, les MRC peuvent jouer un rôle pour accompagner les plus petites municipalités, c'est important. L'UMQ peut jouer un rôle, la Fédération québécoise des municipalités, le gouvernement également. Mais dans la question de littératie, il y a un élément aussi qui est sous-jacent, c'est le sens dont prend cette transformation, c'est-à-dire à quoi va servir la donnée. Et souvent, c'est ce qui manque dans nos compétences techniques, c'est comment transformer cette information en information qui va nous aider à prendre une décision, mais à quoi elle va servir. Donc, ce n'est pas seulement une compétence technique, mais c'est une compétence aussi professionnelle à mieux capter, je dirais, l'utilité de la donnée dans notre quotidien. L'employé, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, dans son travail? Est-ce que ça va être une tâche supplémentaire ou encore plutôt un élément qui va faciliter son travail? Est-ce qu'il va pouvoir améliorer son service aux citoyens en travaillant avec les données ou ça va ralentir sa tâche? Donc, cette idée de littératie fait aussi référence à comprendre, faire du sens à l'usage des données. Sous-entendu, c'est peut-être aujourd'hui plus perçu par ces employés municipaux comme un fardeau que comme une opportunité. C'est bien ça que je comprends. Exact. OK. Faut changer effectivement le mindset en bon français. On évoque, Chloé-Anne, dans ce deuxième enjeu, donc les problématiques pour de littératie, de compétences, de connaissances, notamment scientifiques. Justement, ça aussi, ça a un impact sur les grands projets dont on parlait, ces gros projets structurants, et notamment pour les infrastructures. Ben, c'est ça, c'est que des fois, on s'emballe puis on veut savoir ce que les municipalités veulent faire avec les données, mais avant de se poser cette question-là, on se demande déjà comment on collecte les données, où est-ce qu'on va les stocker aussi. Donc ça prend une expertise, on ne sait pas comment faire. Et justement, quand on parle de bâtiments intelligents ou de réduire les GES, mieux utiliser l'énergie, tout ça, on pense souvent au fait qu'on a énormément de données à collecter sur les bâtiments qui sont inexploités. Et à titre d'exemple, on sait que Jean-Simon Venn, qu'on connaît de chez Brainbox AI, nous disait que 90% des immeubles sur la planète engendrent énormément de données qui sont inexploitées. Donc, ça donne une idée. 90%. Oui. C'est un chiffre assez significatif. Moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, et puis là, peut-être qu'on peut... Je pense qu'on a des gens d'IVO avec nous. Comment, justement, on essaie d'amener cette nouvelle littératie-là auprès des villes et de
des villes de toutes les tailles. Comment vous procédez concrètement? J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le concret. Qui veut partir? Voilà, tiens, voilà. On va se présenter rapidement. Vous êtes de IVEO. Oui, Marie-Christine Foucault de chez IVEO, exactement. Donc, comment est-ce qu'on augmente cette compétence ou cette capacité à gérer ou à générer des projets? L'équipe d'IVEO, dans sa façon de faire, ce qu'elle propose, c'est qu'elle supporte les villes lorsqu'elles ont un défi technologique à relever. Donc, ça peut être dans plusieurs de leurs champs d'expertise, que ce soit aux loisirs, aux travaux publics, au génie, en TI aussi. Donc, IVEO, on se spécialise justement à répondre à ces grands défis en déployant et en proposant des projets pilotes et de l'expérimentation, de nouvelles technologies qui sont parmi nous. Certains sont parmi nous aujourd'hui. Donc, on a la possibilité là, de voir ce qui pourrait être des solutions innovantes à amener dans les municipalités. Mais ça passe concrètement par la formation? Est-ce que ça passe par le fait de sensibiliser les leaders dans certaines municipalités, dans certains territoires? IVEO, on se spécialise aussi dans le transfert de connaissances. Donc, lorsqu'on fait des études de cas, lorsqu'on fait des projets pilotes, lorsqu'on met en place des nouvelles technologies, on a une forme de communauté de pratique et dans laquelle les villes sont en réseau et on transfère cette information-là vers nos autres villes membres pour qu'elles testent aussi ces nouvelles technologies. Donc, on fait de l'éducation. Puis, il faut voir aussi que l'innovation, c'est une culture, c'est quelque chose on doit se l'approprier. Donc, nous, en tant qu'organisme à but non lucratif, notre rôle, on le prend aussi on prend en charge aussi d'essayer de transmettre cette culture de l'innovation. Stimuler la culture de l'innovation. La stimulation est très importante. Elle est même essentielle. Mais alors, il y a une question que je poserais peut-être. Tiens, Julie, il va falloir qu'elle va être avec nous, Julie. Julie des fonds de recherche. Oui. Moi, j'ai une question pour les fonds de recherche parce que on nous pose, en tout cas, on a des exemples de plus en plus au Québec de villes qui disposent de scientifiques en chef. On parle de Victoriaville, Longueuil va avoir le sien dans quelques semaines là. Tout à fait. Est-ce que ça serait quelque chose qu'il faudrait généraliser à l'ensemble du Québec? Et dans les petites communes, est-ce qu'il faudrait regrouper les communes et disposer chacune pour ces regroupements d'un scientifique ou d'une scientifique en chef? Est-ce que c'est un modèle que vous privilégiez au fond? Oui, tout à fait. C'est des modèles qu'on essaye, en fait, puis que les villes peuvent modeler aussi au fil de leurs besoins. Je pense que c'est important qu'on propose un modèle, mais que derrière, elles puissent se l'approprier. Donc, effectivement, les petites villes ne peuvent pas se doter d'un scientifique en chef comme à Longueuil qui est payé avec un salaire, etc. Elles n'ont pas ces moyens-là. Mais par contre, elles peuvent très bien faire affaire avec un scientifique ou une scientifique dans une université qu'elle appelle régulièrement, qui les connaissent très bien. Ils mangent ensemble régulièrement. Ils savent comment ils ont un langage commun. En fait, ils bâtissent un langage commun qui fait que quand ils ont vraiment un besoin, la réponse est très rapide. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent beaucoup avant et ils se sont apprivoisés. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a. Je pense aussi ce que le milieu de la recherche peut apporter, c'est des ressources humaines aussi hautement qualifiées. C'est très, très intéressant pour les villes de pouvoir accueillir des stagiaires, de leur montrer à quel point c'est super important de travailler dans une ville et l'impact qu'on a, et après de les garder, ces stagiaires-là, et d'en faire des ressources hautement qualifiées qui, en fait, vont garder un contact avec l'université pendant un certain temps. Ça, c'est vraiment un apport qu'on peut avoir. Merci de le souligner. Puis on aura retenu, il faut manger souvent ensemble. Hein. C'est le ventre qui est la stimulation. Hein. Le nerf c'est de par la le guerre. ventre. Voilà, le nerf, il est là. Très bien. Merci beaucoup, Julie. Et on notera beaucoup plus sérieusement aussi que les universités ont un rôle à jouer, les universités en région. On va passer au deuxième thème, deuxième axe. Je vous propose désormais d'accueillir notre deuxième rapporteur pour parler donc de cet autre axe majeur en réflexion aujourd'hui au Montville, celle de la cybersécurité. Comment mieux protéger les données numériques de nos villes? Si on en génère, si on exploite, il faut les protéger. Et qui de mieux pour en parler que l'un des spécialistes les plus reconnus en matière de cyberprotection? Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Bertrand Milot. Il était derrière Bertrand. Et il attendait sagement. Et voilà. Salut Bertrand. Bonjour Philippe. Merci de nous rejoindre au plateau. Mieux protéger les données
pour rendre les villes plus résilientes face aux attaques. Et malheureusement, il y en a des cas d'attaque et ils sont de plus en plus nombreux. Ils ont fait les manchettes récemment. Rentrons dans le vif du sujet. Vous aviez pour mission, Bertrand, comme Melza, de faire ressortir de votre atelier 2 enjeux majeurs en la matière. On peut peut-être commencer par le premier. Bertrand, il s'agit de quel enjeu prioritaire ? Eh bien, dans un cadre de décentralisation de données, la cartographie de données a été un gros enjeu relevé. Évidemment, on a parlé de non-utilisation de données massives, on a parlé de mutualisation de données, mais en fait, on ne sait pas où se trouvent les données. Voici l'enjeu. Et ne pas savoir où se trouvent les données, ne pas savoir comment identifier ces données, leur type, leur principe, leur fonctionnement, génère un très gros enjeu pour les villes actuellement. Cartographier donc les données personnelles, être capable aussi, j'imagine, de protéger la donnée, hein, c'est ce qui est beaucoup ressorti, et sensibiliser les utilisateurs. Ça, je trouvais ça aussi intéressant qu'on mette le doigt, l'accent, en tout cas les gens qui étaient présents dans votre atelier là-dessus, sensibiliser les utilisateurs. Ça revient un peu au même que ce qu'on évoquait justement sur le premier axe, la littératie finalement. Hein. La littératie revient toujours. Oui. Et l'aspect communication aussi pour la ville était aussi très très important dans le cas d'une crise. Comment communiquer, comment faire de la communication après crise, comment communiquer aux citoyens de la ville que leurs données ont fait l'objet d'une brèche de données et comment ils doivent réagir après. Donc il n'y a pas que l'aspect sensibilisation des utilisateurs dans la ville, mais aussi la sensibilisation des citoyens. Sensibiliser les acteurs, les citoyens, justement, Chloé-Anne, c'est un élément aussi assez important parce que souvent, on a tendance à dire ceux qui doivent protéger nos données, c'est les institutions, là, mais tout le monde est Puis on a tendance aussi à focaliser sur la menace externe, puis on oublie que 95% des attaques ou, j'ai envie de dire, des situations où les données sont compromises sont dues à l'erreur humaine. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement sensibiliser davantage, pardon pour les lunettes qui sont tombées, Oui, c'est ça. Les employés à l'interne, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des formations, parce que le gain après peut être assez important. Merci Chloé-Anne. François William, cette logique de cartographie, est-ce que c'est là aussi quelque chose que les villes ont conscience de devoir faire, de devoir opérer ou pas? En tout cas, est-ce que vous avez observé ça? En fait, souvent, on sait qu'on a une base de données importante, qu'on est assis sur une montagne de données. Encore faut-il savoir où elle est, cette donnée, comment la mutualiser, comment l'utiliser, où la stocker. Toute la question de la gouvernance des données, naturellement, hein, qui nous amène à réfléchir sur cette utilité. Je me rappelle une époque où on avait une stratégie, la plupart des villes, de dire « Ah, on va ouvrir les données de façon automatique ». Donc, les politiques de données ouvertes, par défaut, où on ouvre tout simplement tous les ensembles de données sans se poser la question préalablement, mais pourquoi on rend publique cette donnée et elle va être utile à quoi? Donc, plutôt de se dire, développons des cas d'usage et libérons la donnée qui va servir à des cas d'usage plutôt que de simplement l'ouvrir pour l'ouvrir sans une utilité. Donc, l'idée du sens, l'idée de faire l'inventaire et de mieux planifier par la suite sur l'usage et la protéger, etc. Donc, il faut se poser les questions fondamentales de base avant de se lancer dans l'implantation de technologies et l'usage des données. Encore faut-il savoir à quoi va servir cette donnée, comment on va la gérer, cette donnée. Mais alors là, moi, j'ai une question très, très concrète. Qui doit opérer cette cartographie? Qui doit sensibiliser? Est-ce que ce sont les élus qui doivent impulser ça? Est-ce que ce sont des spécialistes extérieurs aux villes? Bertrand, qui doit faire ce travail? Mais en fait, c'est plusieurs acteurs, parce qu'on a parlé tout à l'heure du manque de ressources des villes avec les partenaires qu'on va chercher justement pour aider les villes. Et il y a une responsabilité à la fois à l'intérieur des municipalités, mais il y a aussi une responsabilité des partenaires. Et certains partenaires sont des partenaires à qui on a transféré la responsabilité de la donnée, et donc naturellement l'accès et le privilège de la donnée. Et cette classification de données, cette corrélation de données, elle doit être cartographiée par plusieurs acteurs, et c'est bien ça la difficulté. Et je me mets à la place aussi de certaines municipalités qui nous écoutent, et sans doute qu'on a dans le public aussi des villes qui se posent la même question. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est un travail tellement technique et vaste que toutes ne se disent moi je ne suis pas prêt à faire cette cartographie-là, je ne suis pas prêt à ça. Est-ce que c'est
compliqué? Est-ce que c'est difficile à mener? En réalité, pas vraiment. C'est-à-dire que le travail paraît titanesque comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il faut faire un travail d'entonnoir où on va littéralement dégrossir le travail en identifiant des grands systèmes de données et ceux qui ont accès, ceux qui en sont propriétaires. Donc c'est littéralement un travail d'identification de rôles et responsabilités vis-à-vis de cette donnée. C'est un travail qui est sain parce qu'il permet de mettre à jour les clauses aussi contractuelles de nos fournisseurs et aussi les rôles et responsabilités à l'interne de la municipalité. Donc, l'important, c'est de faire l'entonnoir. On n'arrivera pas à un travail très, très précis tout de suite. Il faut faire vraiment l'entonnoir et puis dégrossir par grands écosystèmes de rôles et responsabilités pour bien identifier accès, privilèges et leur classement. C'est une question de méthode, finalement. Exactement. Ça peut se faire par entrevue d'abord et ensuite avec des solutions technologiques. Merci. Comme quoi, il ne nous fait pas peur, que peur. Il nous rassure aussi, Bertrand. Il est là pour ça. Est-ce qu'il y a dans le public, Pauline, des questions rapidement, commentaires, questions, une réaction par rapport justement à cette protection et à cette sensibilisation des utilisateurs? Voilà, une question ici. Oui, on l'a un petit peu évoqué durant notre atelier. Je vais peut-être me présenter, Mathieu, de chez IVEO. Salut, Mathieu. D'un point de vue gestion contractuelle, plusieurs villes nous ont remonté le besoin, lorsqu'ils donnent de la donnée à des fournisseurs, comment se protéger d'un point de vue légal lorsqu'ils vont donner de la donnée sensible à ces fournisseurs pour que si ces fournisseurs se font pirater, comment les villes peuvent dire, regardez, nous, dans notre contrat, on a précisé ça, puis on sécurise. On a rapidement parlé comme quoi c'était possible, mais c'était pas non plus 100% possible de se désengager de ça. Ouais. Donc c'est un petit peu la question que je poserais à Bertrand. Bertrand. En fait, c'est quand on dit on rédige un contrat, on part toujours fâché. Là, on va partir avec une brèche de données. Et on va remonter la chaîne, on va simuler littéralement avec son fournisseur sa brèche de données et lui demander qu'est-ce qui se passe si jamais si jamais mes données partent, et puis on va simuler l'incident. La simulation de la cybercrise est vraiment ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui en termes de détection de données, et ça crée un enjeu de pouvoir d'avoir les bonnes personnes autour de la table. On a un enjeu d'avoir des fournisseurs qui veulent bien se prêter à l'exercice parce que ça les met un petit peu sous le spot là, et c'est compliqué pour eux. Mais il faut faire cet exercice-là. Et c'est vrai que les villes n'ont pas forcément toute envie de communiquer à ce sujet-là. On peut l'imaginer ô combien. Pauline, un autre enjeu concernant la sécurité des données des villes a été soulevé par nos experts présents dans les ateliers de réflexion. Il s'agit de quoi ? Tout à fait. En termes de sécurité, on a eu beaucoup d'idées, et on pourrait relever aussi la question des procédures de gestion de crise et comment nous adapter et prioriser nos séquences et quels sont les points de rétablissement. Mieux identifier donc les accès aussi aux données internes et externes, ça c'était donc ce deuxième enjeu. François William, quand vous étiez élu, vous-même, vous aviez conscience de ce risque-là qui est inhérent, là, dont qu'on vient d'évoquer, de ce grave atteinte potentielle aux intérêts de votre ville. Est-ce que vous avez conscience de ça? On parle il y a quelques années, même pas là. La cybersécurité, c'est vraiment un élément important et majeur du début de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la fin du traitement de la donnée. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question du moment où on planifie l'implantation d'un système ou la transformation d'un système. La première question qui se pose, c'est les risques d'attaque. Et l'une des problématiques que nous vivons au Québec et en Amérique du Nord, ce sont les clauses liées au libre-échange. Donc, par exemple, on ne peut pas, dans des clauses d'approvisionnement, obliger le stockage des données sur le territoire du Québec à cause des clauses de libre-échange. Donc, on n'a aucune idée, si on va en impartition de stockage de données, où seront les données des citoyens. Donc, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, c'est-à-dire s'assurer de détenir et être propriétaire de nos propres serveurs, mais encore faut-il avoir les ressources pour y arriver. Ce qui n'est pas la même chose en Europe, où on a justement, par exemple, le RGPD et d'autres cadres légaux qui permettent aux municipalités d'avoir beaucoup plus d'agilité et de flexibilité
de travailler sur de la souveraineté numérique où, à l'interne, on va se renforcer et détenir des prises et la main-d'œuvre pour être capable de mieux se protéger. Au Québec, il y aura nécessité naturellement d'avoir un appui du gouvernement, mais aussi cette idée de mutualisation. Par exemple, à Montréal, il y a près de 800 employés qui travaillent au TI de la ville, qui travaillent sur le système. Comment on peut favoriser un échange des connaissances, mais une mutualisation des connaissances par le biais, oui, des données ouvertes, mais du logiciel libre, du transfert d'informations qui, par les algorithmes et autres que d'autres municipalités, pourraient travailler et mieux sécuriser. Mais ça va prendre des ressources financières, mais surtout d'avoir des plans de gouvernance de données qui nous permettent de mieux les sécuriser, savoir où elles sont stockées et comment prévoir les futures attaques. Bertrand, une réaction par rapport à ça. Puis moi, je note aussi que l'arsenal finalement juridique, l'arsenal réglementaire que nous avons ici au Québec est peut-être imparfait. C'est ce que j'ai... Tout à fait. Dans la loi sur la transformation numérique du gouvernement du Québec, les villes ne sont pas incluses dans le cadre légal, alors qu'en Europe, le RGPD a donné véritablement une obligation, mais aussi des outils financiers pour pouvoir aider les villes. Et dans l'enquête que nous avons menée, ça ressort clairement, le RGPD a eu un impact direct et important sur les municipalités françaises, ce qui n'est pas le cas au Québec. On a cette loi C25 sur la protection des données personnelles, évidemment, ici au Québec, qui est en vigueur depuis septembre dernier. Elle s'applique aux villes comme à toutes les collectivités locales, comme à toutes les entreprises privées. Toutes les communes, évidemment, comme la plupart des entreprises, petites entreprises, n'ont pas forcément les moyens de s'y conformer pleinement. Elles y sont obligées, évidemment. Là-dessus, je continue sur cette idée d'une réglementation un peu imparfaite. Est-ce que la loi a été faite peut-être très rapidement pour répondre aux besoins, sans tenir compte de toutes les réalités du terrain? Bertrand, là-dessus? Alors, malheureusement, la loi est toujours en retard. Ouais. Par définition, si la loi est en retard, les cybercriminels ont, eux, de l'avance. Donc, on doit se situer un peu au milieu. Donc, il faut comprendre la cybercriminalité, comment elle souhaite nos données, comment elle souhaite acquérir nos données, comment elle souhaite nous les voler, pour bien comprendre où est-ce qu'on doit se trouver au niveau de l'innovation et au niveau de la protection. Parce que si on se fie uniquement à la loi et à la conformité à la loi, on est très en retard par rapport à la cybercriminalité. Donc le fait que la loi apparaisse est une très bonne chose parce que ça crée un cadre, déjà. Un cadre, une obligation, même si on n'a pas forcément les moyens de la faire appliquer réellement. Mais ça crée un cadre et puis ça crée un sentiment d'urgence. Parce que l'urgence, encore une fois, elle n'est pas dictée par la loi, elle est dictée par les cybercriminels. Il nous reste une petite question. On peut prendre une petite question du public. Tabata me fait Est-ce qu'il y a une commentaire et réaction avant qu'on libère tout le monde? Non? Alors vous êtes prêts pour passer donc dans la deuxième phase? Ok, on va y aller comme ça. On arrive donc au terme de cette première partie qui a donc posé les 4 enjeux donc dans ces 2 axes. Comment mieux rendre les villes plus intelligentes, mettre en place des projets structurants et comment mieux protéger les données. On va découvrir dans la deuxième partie d'émission les solutions concrètes que proposent nos spécialistes réunis ici au Montville. Pour y répondre, on vous propose de basculer dans la deuxième partie de cette émission en mode solution. À tout de suite.